fais tes valises. Tu pars maintenant, siffla ma belle-mère en m'arrachant mon bébé des bras. Nous divorçons. C'est déjà fait, ajouta mon mari avec cet air suffisant. Ma vision se brouilla jusqu'à ce qu'une voix retentisse derrière eux. J'ai 56 ans maintenant, et je dirige un centre communautaire très actif en périphérie de Lyon. Les gens disent de moi que je suis résiliente, une battante, quelqu'un qui a tout construit à partir de rien. Mais quand ma petite fille lève les yeux vers moi et me demande « Mamie, comment étais-tu quand maman je veux dire, Sylvie était un bébé, l'air me manque. » Parce que pour lui dire la vérité, je dois revenir à cet hiver où j'ai cru avoir perdu mon enfant pour toujours. Et à l'homme que je détestais, qui s'est manifesté quand personne d'autre ne l'a fait. Il y a 33 ans, j'avais 23 ans, j'étais encore une jeune infirmière dans un petit hôpital d'Annecy. Ma famille m'avait présenté Henri lors d'un pique-nique de l'église. Tout le monde disait que c'était un bon parti, héritier d'une immense ferme familiale, fiable, poli. Je ne l'aimais pas même un peu. Mais ma tante m'a serré la main à la fête de fiançailles et a chuchoté, la stabilité compte plus que la romance, ma chérie. Je voulais la croire. En quelques mois, j'étais marié et je vivais loin du lac et des amis que je connaissais, dans une ferme qui craquait, entourée de champs infinis de soja et de maïs. Dès mon premier matin là-bas, la maison m'a semblé être un piège. La mère d'Henri, Hélène, avait une façon d'inspecter tout ce que je faisais. La cuisine, la lessive, même la manière dont je pliais les serviettes. Pas étonnant qu'Henri ait l'air pâle, marmonnait-elle en jetant un œil à mes gratins. Tu cuisines comme une cafétéria d'hôpital. Elle écrivait des notes sur mon entretien ménager et les glissait sous le sucrier. Henri, qui avait semblé arrogant et sûr de lui quand nous étions seuls, se transformait en un garçon timide chaque fois qu'Hélène entrait dans la pièce. Il hochait la tête à ses réprimandes, puis me regardait comme pour dire « n'aggrave pas les choses ». François, le père d'Henri, était un homme grand, buriné par les intempéries, qui sentait l'huile de machine et le foin. Au début, j'ai cru qu'il pourrait être un allié, mais chaque fois que la voix d'Hélène s'élevait ou qu'Henri m'aboyait dessus, François quittait discrètement la pièce. Il est devenu un autre mur silencieux avec lequel je devais vivre, un témoin constant qui refusait d'agir. Je me disais que j'étais assez forte pour endurer. Le divorce n'était pas quelque chose que les filles de ma famille faisaient. On supportait. On faisait plus d'efforts. On priait. Puis je suis tombée enceinte. Hélène, qui avait été froide comme la glace, s'est soudainement dégelée, mais juste assez pour montrer son propre intérêt. C'est mieux pour le bébé si tu retournes chez tes parents pendant un certain temps, dit-elle un matin autour d'un café. Moins de stress pour moi et pour toi. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je savais qu'elle ne pensait pas à mon confort, mais au sien. Pourtant, l'idée de m'échapper de cette maison, même temporairement, faisait battre mon cœur à tout rompre. Henri a joué son rôle la nuit avant mon départ. N'oublie pas de qui tu portes l'enfant, dit-il, sa voix basse et dure alors que nous étions près de la porte. Essaie de ne pas nous mettre dans l'embarras là-bas. J'ai serré la mâchoire et hoché la tête. À l'intérieur, j'étais étourdi de soulagement. Pour la première fois depuis notre mariage, je rentrais à la maison. Personne n'est venu me dire au revoir le lendemain matin. Ni Henri, ni Hélène. J'ai traîné ma valise et le sac de vêtements de bébé jusqu'à la gare routière, seul. Mais en m'approchant du quai, j'ai vu une silhouette qui attendait près des bancs. C'était François. J'ai pris le bus depuis la ville, dit-il simplement. La maison de tes parents est loin d'ici en voiture. Sois prudente sur la route. Je clignai des yeux, surprise. En tous ces mois, il m'avait à peine parlé au-delà de quelques hochements de tête à table. Et maintenant, il était là, debout dans le froid, tel une sentinelle gauche. Merci, murmurai-je. Il hésita, puis ajouta, si jamais ça devient trop difficile, ne te force pas à revenir. Demande à ta propre famille de te protéger si tu en as besoin. Je n'ai pas pu retenir mes larmes alors. Pour la première fois, quelqu'un dans cette maison m'avait vu. Ça ira, réussis-je à dire en essuyant mes joues. Je ferai de mon mieux. Bon accouchement, dit-il en se détournant. Et puis j'étais dans le bus, les terres agricoles défilant derrière moi comme un rideau qui se fermait. Chez mes parents, l'air sentait la cannelle et le savon à lessive. Ma mère s'occupait de moi avec attention. Mon père fabriqua un berceau en planches de pin. Pour la première fois depuis des mois, je dormis sans être réveillé par des bruits de pas devant ma porte. Quand Sylvie est née, une petite fille parfaite aux cheveux noirs,
la douleur et la terreur des contractions disparurent en un instant. C'est une fille, dit l'infirmière en me l'attendant. Des poumons solides. Je la tins contre ma poitrine et murmurai son nom. Sylvie. Ma Sylvie. Quelques jours plus tard, Henri appela. Content que ce soit fait, dit-il d'un ton neutre. Nous avons choisi le nom. Je remplirai les papiers. Il ne demanda pas comment j'allais, ne demanda pas à entendre le cri de sa fille. La chaleur du foyer me parut soudain à nouveau fragile. Les semaines passèrent. Les berceuses de ma mère remplissaient les nuits. Mais je savais que je ne pouvais pas rester éternellement. Je fis les valises de Sylvie et les miennes, le cœur lourd. Je m'étais promis dans le bus en partant que je ne reviendrais que parce que les mots de François m'avaient donné de l'espoir que quelqu'un dans cette maison froide pourrait me soutenir si les choses tournaient mal. Personne ne m'attendait à la gare à mon retour. Je tins Sylvie en équilibre sur un bras et mon sac de voyage sur l'autre, marchant péniblement sur le chemin de gravier. La ferme semblait la même, mais plus froide en quelque sorte. Quand j'ouvris la porte d'entrée, Hélène apparut, souriante d'un sourire auquel je ne me fiais pas. « Oh, tu es rentré tôt. Donne-moi le bébé, dit-elle en tendant les bras. » Avant que je puisse protester, elle m'arracha Sylvie des bras et disparut dans le salon. Sa voix me parvint, elle s'appelle Sylvie. N'est-elle pas adorable? J'entrai, serrant toujours mes sacs. Henri se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Bienvenue à la maison, dit-il. Merci d'avoir pris cette peine. Ça fait longtemps, murmurai-je, essayant de garder une voix stable. Puis ces mots suivants me frappèrent comme un coup. Nous divorçons. Quoi? La maison est vendue, ajouta Hélène depuis l'autre pièce. Fais tes valises. Tu pars maintenant. Le bébé reste avec nous. Mes genoux fléchirent. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma fille. S'il vous plaît. Tu n'es pas assez stable, dit Henri. J'aurai la garde. Je me précipitai vers le salon, mais Hélène bloqua l'entrée, tenant Sylvie juste hors de ma portée. Ne fais pas de scène, siffla-t-elle. C'est réglé. J'ai supplié. J'ai sangloté. Mes bras semblaient vides et brûlants. S'il vous plaît, ne me la prenez pas, et puis, par-dessus l'épaule d'Hélène, la voix d'un homme tonna depuis l'intérieur de la maison. Donne-lui l'enfant. Maintenant. La voix de François retentit comme le tonnerre dans une maison où je n'avais entendu que des chuchotements ou des ordres. Hélène se figea sur place. Sylvie gigota dans ses bras, et François s'avança, calme mais inébranlable. Donne-lui l'enfant, répéta-t-il. La bouche d'Hélène s'ouvrit pour protester. François, ne. J'ai dit, donne-lui le bébé. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis, avec un soupir et quelque chose comme de la panique dans les yeux, Hélène tendit Sylvie à contre-cœur. François la blottit soigneusement contre son épaule et se tourna vers moi. Tiens-la. Fort. Je m'avançai, les mains tremblantes, en reprenant ma fille dans mes bras. Son corps était chaud, et au moment où sa joue toucha ma poitrine, quelque chose en moi se stabilisa. Je levai les yeux vers François, sans voix. Reviens à l'intérieur, dit-il. Maintenant. J'hésitais. Pendant des mois, cette maison avait été un lieu de contrôle, de jugement froid et de cruauté calculée. Mais la voix de François avait changé quelque chose dans l'air. Je franchis le seuil. Hélène se tenait raidement près du canapé, me foudroyant du regard comme si j'avais traîné de la boue. Henri faisait les 100 pas derrière elle, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce que c'est que ça, papa ?» lança Henri. Elle était déjà partie. Elle a été absente pendant des semaines. « Asseyez-vous » dit François, sans élever la voix. Tous les deux. Comme il ne bougeait pas, il ajouta, « Ne me forcez pas à me répéter. » Henri s'affala dans le fauteuil. Hélène ne s'assit pas, mais elle cessa de bouger. François se tourna vers eux. « Vous croyez que je ne savais pas ce que vous prépariez tous les deux, dit-il calmement. Vous croyez que je n'entendais pas les appels tard le soir, les chuchotements dans la grange, les discussions sur cette femme d'avant. » Le visage d'Henri devint rouge. « Ce n'est pas, tu comptais utiliser Diane, dit François. Lui faire un enfant, puis la jeter pour retourner avec quelqu'un de plus pratique? Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. N'est-ce pas? » Hélène haleta. « Comment oses-tu? Comment j'ose ?» Les yeux de François brillaient maintenant.
Vous l'avez laissé porter votre petite fille, accoucher seule, puis vous avez essayé de lui arracher ce bébé des bras à la seconde où elle est revenue. Vous croyez que je ne vous ai pas entendu vous vanter d'avoir vendu la maison dans son dos. Henri sursauta. Ce n'était pas comme ça. Elle est partie trop longtemps. Elle nous a pratiquement abandonnés. Ferme-la, Henri, dit François. J'étais assise là, tenant Sylvie, abasourdie. François, l'homme qui s'était toujours éclipsé quand le ton montait, se tenait entre moi et les gens qui avaient essayé de me détruire. Tu n'es même pas allé voir ta fille après sa naissance, continua François. Tu n'as pas demandé comment s'était passé l'accouchement. Tu ne mérites pas d'être son père. Hélène essaya de nouveau. Tu prends son parti. C'est une étrangère. C'est la seule ici qui ait fait quelque chose de bien, rétorqua François. Toi, Hélène, tu as transformé cette maison en un foutu champ de bataille. Et toi, Henri, tu n'es pas un homme. Tu es un lâche qui se cache dans les jupons de sa mère. Hélène s'avança, essayant de s'agripper au bras d'Henri. C'est ton fils. Et c'est ma maison, dit François en sortant une épaisse enveloppe de la table d'appoint. Vous partez tous les deux. J'ai rassemblé assez d'argent pour vous aider à repartir à zéro, mais c'est tout. Un seul versement. Après ça, vous vous débrouillerez. Tu nous mets à la porte ? La voix d'Hélène se brisa. À notre âge, François, c'est cruel. Il ne s'y a pas, ce qui est cruel, c'est ce que vous avez fait à cette jeune fille. Hélène tomba sur le canapé, stupéfaite. Henri avait l'air blême, comme si quelqu'un avait éteint la lumière en lui. François se tourna vers moi et me tendit une autre enveloppe. Les papiers du divorce, dit-il. La signature d'Henri y est déjà. Si tu veux ajouter la tienne, c'est ton choix. Mais de toute façon, le mariage est terminé. Henri se tenait là, tremblant. Tu as tout gâché. Absolument tout. Non, dis-je doucement. Tu t'es gâché toi-même. Je serrai Sylvie plus fort contre moi et regardai François. Merci. Il détourna le regard, la mâchoire crispée. Tu vas devoir réfléchir à ta prochaine étape. Mais tu ne vas nulle part ce soir. Pas avec un nouveau-né. Cette nuit-là, je suis resté dans une chambre d'amis au 2e étage, un espace qu'Hélène m'avait autrefois déclaré interdit. Je n'ai pas beaucoup dormi. Sylvie s'agitait toutes les heures, et chaque fois qu'elle pleurait, je m'attendais à moitié à entendre Hélène frapper à la porte, à ses commentaires désobligeants, à ses regards noirs. Mais la maison était silencieuse. Cette fois, le silence ressemblait à une protection. Au matin, Henri et Hélène étaient partis. Leurs valises avaient disparu. La porte de leur chambre était restée entr'ouverte. Je n'ai pas demandé où ils étaient allés. Pendant les jours qui suivirent, je suis resté. Je n'étais pas sûr de la suite, et je ne voulais pas retourner chez mes parents avec encore plus de honte et de drame à déballer. François ne parlait pas beaucoup, mais chaque soir, il s'asseyait en face de moi pour le dîner. Parfois, il posait des questions sur les horaires de tété de Sylvie. Parfois, il se contentait de hocher la tête et de dire « Tu te débrouilles bien ». Une semaine plus tard, il frappa doucement à la porte de ma chambre, comme quelqu'un habitué à ne pas surprendre. Il avait l'air différent sans l'ombre d'Hélène à ses côtés. Plus petit, presque, mais plus humain. « Tu as une minute ?» demanda-t-il. Je le suivis jusqu'à la véranda arrière. Le champ s'étendait derrière la grange comme un océan doré, s'estompant dans le crépuscule. Sylvie dormait à l'étage. « J'espère que tu t'installes, dit-il. »« J'essaie. »« Je voulais te demander quelque chose, dit-il slowly. Il y a beaucoup de terrain par ici, plus que ce dont j'ai besoin. J'aimerais que tu choisisses un endroit n'importe où qui te semble bien et que tu y construises ta propre maison. » Je clignai des yeux. « Quoi ?» Il se gratta la nuque. « Je sais que tu ne fais plus partie de cette famille, mais Sylvie, si. C'est ma petite fille, et après tout ce qui s'est passé, j'aimerais vous laisser quelque chose à toutes les deux. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais si tu en veux, la terre est à toi. Je ne sais pas quoi dire. Tu ne me dois rien, dit-il, sauf peut-être une chose. Je haussai un sourcil. Laisse-moi rester dans sa vie. Laisse-moi être son grand-père. J'aimerais la voir grandir. Je sentis ma gorge se serrer. Après tout, je m'attendais à repartir sans rien. Au lieu de cela, on m'offrait un avenir.
Pas par pitié, mais par quelque chose d'autre. Peut-être même une rédemption. Tu peux, dis-je. Bien sûr que tu peux. François hocha la tête une fois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Nous restâmes là en silence alors que le soleil disparaissait derrière les champs de blé. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, je crus que nous pourrions nous en sortir. L'endroit que j'ai choisi se trouvait près de la limite de la propriété de François, là où une rangée de bouleaux rencontrait le lac. C'était un endroit paisible, calme, avec juste assez de vent pour faire murmurer les feuilles. François m'aida à défricher le terrain, et quelques entrepreneurs locaux qui avaient travaillé pour la famille pendant des années offrirent leurs services à prix réduit. Personne ne posa de questions. Tout le monde semblait savoir d'une manière ou d'une autre ce qui s'était passé. Et personne n'eut pitié de moi. C'était important. Je n'ai pas reconstruit le passé. J'ai construit quelque chose de nouveau. Ma maison était petite, chaleureuse et pleine de lumière. Un espace de plein pied avec de grandes fenêtres, des étagères ouvertes et une chambre d'enfant ensoleillée pour Sylvie. Mes parents ne voulaient pas quitter Annecy. Trop de souvenirs, trop d'amis. Mais ils venaient souvent, parfois pour des semaines entières. Ma mère aidait pour l'heure du bain. Mon père sculpta un nouveau berceau de ses mains. Nous avons commencé à vivre à des rythmes qui ressemblaient à une seconde chance. François passait presque tous les jours. Pas comme un chien de garde, ni même comme un voisin, mais comme un grand-père. Il apportait des œufs frais ou de la confiture maison et s'asseyait sur la véranda, berçant Sylvie sur ses genoux en fredonnant de vieilles chansons folkloriques. Je ne savais toujours pas comment décrire notre lien. Il n'était pas une figure paternelle. Il n'était plus tout à fait de la famille, mais il était là, et cela comptait plus que je ne l'avais réalisé. Certains jours, je me surprenais à penser, si seulement Henri avait été différent, peut-être aurions-nous tous pu avoir quelque chose de bien. Mais alors je m'arrêtais. Si Henri n'avait pas été qui il était, si Hélène n'avait pas été qui elle était, je n'aurais jamais su ce que signifiait survivre. Je n'aurais jamais construit cette vie. Je ne souhaitais pas la douleur, mais j'étais reconnaissante de ce qu'elle avait révélé. Quand Sylvie avait environ 3 ans, j'ai commencé à me sentir agité. Ce n'était pas de l'insatisfaction, plutôt quelque chose en moi qui s'éveillait à nouveau. Je me suis souvenu de ce que c'était que de travailler, de contribuer au-delà de mes propres murs. Et plus que tout, je me suis souvenu de la peur que j'avais ressentie lorsque j'étais seule et enceinte, ne sachant pas à qui demander de l'aide, terrifiée d'être piégée. Je ne voulais pas que d'autres femmes vivent cela, surtout pas seule. Un soir, après le dîner, alors que Sylvie dormait à l'étage, j'ai dit à François ce à quoi je pensais. Je veux lancer quelque chose, dis-je. Un centre pour les mères comme moi. Des femmes qui ont été abandonnées ou qui essaient d'élever seules leurs enfants. Un endroit où elles peuvent respirer, obtenir de l'aide, et conserver leur dignité. François hocha lentement la tête. De quoi as-tu besoin? D'un terrain, de quelques fonds de démarrage, de temps. Tu as les 3, dit-il. Si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Il ne le dit pas comme une faveur. Il le dit comme une promesse. En moins d'1 an, nous avons posé la première pierre du premier bâtiment. Ce n'était pas luxueux, juste une structure solide avec des planchers en bois tendre, des aires de jeu propres et des chambres privées pour se reposer. Mais c'était à nous, à moi. Je l'ai appelé la maison des saules. Les gens sont venus, pas seulement des mères en difficulté, mais des enseignants, des infirmières à la retraite, des bénévoles qui croyaient aux secondes chances. Le bouche à oreille a fonctionné, les dons ont suivi, et puis ça a grandi. Nous avons ajouté une aile d'hébergement pour la nuit, un programme de formation en cuisine, une petite garderie de dépannage pour les mères qui travaillent. Finalement, j'ai racheté une propriété voisine et j'ai ajouté une pharmacie et une épicerie ouverte tard le soir, les seules ouvertes après 19 h dans tout le département. Je ne voulais pas seulement aider les femmes. Je voulais repenser la manière dont notre petite ville les soutenait. Les gens ont commencé à me qualifier d'exemple de réussite, mais je savais mieux que ça. C'est la confiance silencieuse de François en moi qui a allumé la mèche. Et c'était Sylvie, ses rires, son petit poing enroulé autour de mon pouce, qui m'a fait tenir bon face aux doutes. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Henri. Pas une lettre, pas un coup à la porte. Je ne sais pas où Hélène a fini. Peut-être ont-ils recommencé leur vie ailleurs, tout comme nous. Peut-être sont-ils restés brisés. Je ne leur souhaite aucun mal, mais je n'ai pas non plus besoin de réponse. Ils ont eu leur chapitre. J'ai le mien.
Au fil des ans, François a vieilli. Ses genoux sont devenus raides et sa vue a baissé, mais il n'a jamais manqué un dîner du dimanche. Sylvie l'adorait. Il lui a appris à pêcher, à réparer un pneu et à identifier les herbes sauvages. Quand elle s'écorchait les genoux, elle courait vers lui. Quand elle a été acceptée à l'université, c'est à lui qu'elle l'a dit en premier. Il a pleuré plus fort que moi. Une fois, quand elle avait environ 10 ans, j'ai entendu Sylvie demander, « Papy François, est-ce que toi et maman vous êtes mariés ?» Il a ri et a dit, « Seigneur, non. Je suis bien trop têtu pour ta mère. » Elle a réfléchi à cela. « Mais tu l'aimes, n'est-ce pas ?» « Oui, a-t-il dit. De la manière qui compte. » Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda avec lui pendant que Sylvie dormait à l'intérieur. « L'as-tu déjà regretté ?» ai-je demandé. « De les avoir mis à la porte. » François n'a pas hésité. « Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. » J'ai souri. « C'est juste. » Il s'est tourné vers moi. « Tu penses que j'ai bien fait ?» J'ai regardé la lumière qui brillait à travers les fenêtres de la maison que nous avions construite, le tricycle posé sur la pelouse, les photos encadrées sur l'étagère de la véranda, où s'alignaient les visages de femmes qui avaient maintenant retrouvé une vie grâce à ce que nous avions créé. « Je pense que ça nous a sauvés, » ai-je dit. François est décédé paisiblement dans son sommeil alors que Sylvie était à l'université. Il lui a tout légué la terre, les granges, le chalet au bord du lac. Dans son testament, il l'a appelé « la seconde chance de mon cœur ». Quand j'ai trouvé la lettre glissée dans l'enveloppe, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Maintenant, des décennies plus tard, Sylvie est mariée. Elle a construit sa maison juste en bas du chemin de la mienne. Mes parents sont partis depuis longtemps, but leur amour résonne encore dans la façon dont je tresse les cheveux de ma petite fille, ou comment je fais mijoter le rôti du dimanche. La maison des Saules est devenue un véritable campus, avec une bibliothèque, un jardin, et même une clinique juridique. Je ne la dirige plus, mais on m'appelle toujours Mademoiselle Diane quand je parcours les couloirs. Parfois, je m'assois sur la véranda et j'écoute le vent dans les arbres. Je pense à ce matin froid à la gare routière où je croyais que personne ne remarquerait mon absence. Je pense à la voix d'Henri me disant de rester à ma place. Je pense au moment où François a dit « Donne-lui l'enfant. » Maintenant. Et je souris parce que je ne suis pas une victime. Je suis la femme qui est revenue, et j'ai construit tout ce qu'ils ont essayé de me prendre, et plus encore.